Nous, on a une approche vraiment humaine du travail, c'est ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, on n'est clairement pas les seuls à le faire, mais on a aussi une approche plutôt solutionnante, quand même des sujets. C'est-à-dire qu'on ne va pas être forcément dans la dénonciation ou dans le décryptage de certaines pratiques, même si c'est évident, on a besoin de traiter de certains sujets pour les solutionner. Mais ça, c'est quand même une approche qui est hyper importante pour nous et qui nous différencie au-delà évidemment du ton, je pense, et de l'identité de Welcome. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie Ouvrard. Marie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tu es la directrice éditoriale de Welcome to the Jungle. Donc voilà, épisode peut-être pas de côté, mais voilà, c'est pas un média classique au sens comme on peut l'entendre. Ça a été créé dans la foulée de Welcome to the Jungle. Toi, ça fait 6 ans que tu es chez Welcome to the Jungle, j'allais dire WTJ, je ne sais pas si c'est l'acronyme que vous utilisez en interne. Comment vous l'appelez en interne à la société ? On l'appelle Welcome to the Jungle. En fait, c'est important de le prononcer à chaque fois de le dire. Oui. C'est marrant, on a ce petit truc chez Cosa Vostra. On s'est battu des années parce que les gens disaient Cosa. Ouais. Et en fait, on a perdu. Nous aussi, on disait beaucoup Welcome, mais on essaie de faire attention à ça. On essaie de faire attention. Ouais. Tu es entrée comme Chief Content Officer. Et désormais, tu es la directrice éditoriale. Alors, pour celles et ceux qui vivraient dans une grotte et qui ne connaîtraient pas Welcome to the Jungle, c'est la plateforme de référence de recrutement pour les startups et entreprises. On l'utilise, en l'occurrence, chez Cosa Vostra. On a notre Welcome Kit. Donc, c'est aussi un média sur le monde du travail avec des articles de qualité, d'excellentes vidéos. Donc, déjà, bravo pour ton travail. Merci. Et je trouvais ça assez intéressant que tu viennes en parler. Est-ce que tu peux, peut-être, toi, ton profil, quelques mots d'où tu viens avant d'avoir rejoint Welcome to the Jungle, puis après nous faire peut-être la carte d'identité en chiffres. Ok. Moi, mon profil, à la base, je suis journaliste vidéo. Enfin, j'ai une formation de GRI. Donc, j'ai travaillé pendant 5 ans pour une chaîne musicale qui s'appelait Trace, où j'ai été journaliste et rédactrice en chef. Là-bas, Levallois, c'était pas Levallois c'était à l'époque dans ça le 15e. Ouais, mais c'était il y a longtemps, parce que c'était il y a une vingtaine d'années maintenant. Mais oui. Donc, c'était mes débuts dans les musiques et les cultures urbaines. Et puis ensuite, j'ai monté une boîte de production qui s'appelait Good Life pendant 10 ans, où j'ai produit plein de contenus vidéo sur la musique, mais aussi sur plein d'autres sujets. C'était aussi le début des formats courts. Puis, en parallèle, j'ai développé un média qui s'appelait Encore Magazine sur l'entrepreneuriat et la création, qui est un magazine papier et digital. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Bertrand et Jérémy, les fondateurs de Welcome to the Jungle. D'accord, qui t'ont recruté donc pour le contenu. Et puis après seulement, ça s'est un peu structuré. Combien vous êtes de journalistes ? On va là, évidemment, aujourd'hui, c'est surtout parler de cette partie média et pas de Welcome to the Jungle. Il faudrait qu'ils aillent sinon chez Génération Do It Yourself, le podcast de Mathieu. Absolument, je crois que c'est déjà fait d'ailleurs. Ah, c'est possible, j'ai pas écouté. Il sort beaucoup d'épisodes, donc j'ai pas eu l'occasion de les écouter. Combien il y a de journalistes dans l'équipe ? On est 36 personnes dans l'équipe média. Et donc, c'est ok. Ouais, c'est une grosse équipe. Ouais, c'est une grosse équipe. Et sur les 36 personnes, il y a effectivement, grosso modo, la moitié de profils éditoriaux, donc de journalistes. Et puis après, il y a aussi des gens qui travaillent sur le social media. Il y a aussi des réalisateurs, des monteurs. Il y a des gens qui travaillent plus sur la partie ops. Donc, et tout ça, ça fait 36 personnes. D'accord, mais qui peuvent être effectivement un peu transverses parfois et bosser pour des vidéos, pour les kits, enfin pour les entreprises, etc. Mais sinon, non, c'est uniquement sur la partie média. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on voit, les articles qu'on voit sur le site, les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, et après, du coup, tout le travail qui est fait sur la partie plus corporate, c'est-à-dire les profils des entreprises, ça, c'est vraiment géré par une autre équipe. D'accord, c'est beaucoup 36. Je suis un peu surpris, mais c'est bien. Mais ouais, donc c'est quand même des beaux moyens. Il y a quand même des pigistes ou c'est 100% en interne ? Ouais, bien sûr. On travaille beaucoup avec des pigistes et des contributeurs depuis de nombreuses années. C'est ce qui fait aussi, c'est ce qui nourrit aussi un média. Ouais. Donc ils sont nombreux aussi. Ok. Et les principaux canaux d'acquisition, je fais un peu la carte d'identité. Le social media, c'est quand même un gros canal d'acquisition pour nous. Après le référencement, le SEO, la newsletter aussi.
On travaille là-dessus depuis de nombreuses années. Voilà. Tout est gratuit, évidemment. Le modèle, on y reviendra. Ça sert forcément Welcome to the Jungle, mais tous les articles sont gratuits, newsletter des gratuits, etc. Absolument. C'est qui les lectrices, les lecteurs du média? Je pense que c'est tous les gens qui s'interrogent un peu sur le sujet du travail. Du coup, ça fait beaucoup de monde d'un coup. C'est clair. Toi, c'est moi, c'est tout le monde. Exactement. En fait, ça devrait être tout le monde. Ouais, potentiellement, c'est tout le monde. Mais après, dans la réalité, évidemment, la cible est un peu plus écrémée, on va dire. Donc, ça reste quand même une cible 25-35 ans, plutôt urbaine. Et ça peut être soit des gens qui sont en recherche d'emploi ou des gens qui s'interrogent sur leur travail au quotidien et leur carrière, ou alors aussi des professionnels, pour le coup, qui vont s'interroger sur le développement de leur entreprise et sur des sujets assez vastes. Et ça, c'est vraiment deux personas différentes. Vous avez fait un peu ce travail, parce que j'imagine quand tu es un professionnel, effectivement, des RH, tu viens pas forcément chercher la même information que celui que tu décrivais, 25 ans, qui s'interroge peut-être sur pourquoi il s'ennuie au travail, ou c'est quoi un peu les grandes tendances. Ouais, bien sûr. Oui, tout à fait. Ce sont deux audiences différentes auxquelles on propose un contenu différent. Après, il y a du contenu quand même transverse, tu vois, sur des contenus plus sociétaux, sur les mutations du travail, de l'entreprise, etc., qui pour le coup peuvent vraiment parler aux deux cibles. Mais après, nous, on a une éditoriale assez solutionnante. Donc, du coup, on va essayer d'aller assez loin dans ce qui peut être concret. Et donc, du coup, là, c'est intéressant quand même de dissocier un peu les deux approches. Ouais. Et c'est quoi les objectifs sur le numérique? Est-ce que c'est, je l'imagine, de l'inbound pour faire parler de Welcome to the Jungle et trouver des nouveaux clients? Est-ce qu'il y a un vrai enjeu de fidélité? Il y a des objectifs déjà de trafic, c'est-à-dire l'idée, c'est quand même de proposer une expérience globale sur le site de Welcome to the Jungle. Donc, il y a effectivement la plateforme de recrutement et puis après, il y a tout le contenu qu'on peut nous produire. Et l'idée, c'est que ça soit une expérience globale, que ce soit pour un recruteur ou pour un candidat qui va venir chercher un travail. Donc, il y a déjà cet enjeu-là qui est important côté média. Et puis après, il y a évidemment un enjeu de marque qui est de faire connaître la marque, faire connaître notre identité et puis développer des communautés aussi au-delà du site. D'accord, ça on y reviendra. Dernier point un peu sur la carte d'identité, j'ai vu qu'il y avait eu une levée de fonds assez importante, 50 millions d'euros. Ouais. C'est ça, pour notamment une internationalisation aux US. Est-ce que toi ça t'impacte? Est-ce que ça va faire développer le média? Qu'est-ce que ça a changé pour toi concrètement? Nous, ça faisait déjà 2 ans du coup qu'on travaillait là-dessus, sur le développement du média aux US. On sait que développer un média, produire du contenu, développer des communautés, ça prend du temps. Ouais. Donc, ça fait déjà un petit moment qu'on est là-dessus. On a une petite équipe qui travaille précisément sur ce projet-là. Donc, si tu vas sur l'article, sur le site version US, tu vas avoir des contenus vraiment spécifiquement. C'est pas de la traduction. C'est pas de la traduction. Français. C'est 90% de contenus originaux. Et puis après, tu as 10% de traduction ou d'adaptation de contenus qu'on pourrait faire sur la France. Et pourquoi? Parce que vous avez regardé, c'est pas les mêmes centres d'intérêt, c'est pas les mêmes cultures, c'est plus performant de faire du contenu original. C'est important, en tout cas, dans l'idée de construire une communauté, effectivement, et de créer quelque chose de local, quand même d'avoir des références, en tout cas, côté média, qui soient locales. Quand tu regardes, une vidéo sur LinkedIn, si tu vis à New York et que tu as des problématiques new-yorkaises qui peuvent être un peu les mêmes qu'en France, même si elles peuvent être quand même appréhendées de manière différente, ça te parle plus si ta vidéo elle est en anglais et si elle est dans les rues de New York que si c'est une vidéo tournée à Paris, tu vois, traduite ou sous-titrée, c'est pas du tout la même expérience. Du coup, c'est la même chose que ce soit en vidéo sur le contenu écrit. T'as quand même besoin que les gens, quand ton média en tout cas incarne aussi ta volonté, ton propos et que ça résonne de la bonne manière. Ouais, donc une équipe dédiée, médias US. Ouais, une équipe dédiée et puis des contributeurs aussi. Du coup, l'équipe est sur place, est en France. D'accord. Mais par contre, on travaille avec de nombreux contributeurs aux US, particulièrement à New York. Ouais, vous avez fait votre réseau là-bas, de pigistes qui connaît un peu les problématiques. Ouais, c'est ça. C'est centralisé et diffusé là-bas. On l'a dit, Welcome to the Jungle, c'est une start-up. Alors, je sais pas si vous êtes encore une start-up, je sais pas si c'est rentable. C'est une grande question. C'est une grande question. Quand est-ce que tu es une start-up? En tout cas, c'est un produit tech. Donc, avec une maîtrise a priori de la data. Est-ce que vous utilisez la data dans le média? Est-ce que tu vois, c'est un grand sujet dans les médias. Certains le maîtrisent, d'autres aimeraient le maîtriser, d'autres ne font rien. Mais voilà, avoir des données sur les utilisateurs, ça aide à faire du meilleur contenu. Enfin, ça sert à plein de choses. Je vais pas faire une leçon là-dessus. Est-ce que toi, tu utilises la data et le fait d'être dans une boîte très tech aide?
Alors oui, on l'utilise, c'est-à-dire, enfin, on observe nos performances, évidemment, médias, sur ce qui peut fonctionner ou pas, et ça nous permet de nous améliorer, évidemment, au quotidien. Donc on travaille sur cette base, évidemment, d'un point de vue éditorial et surtout d'un point de vue stratégique. Après, on n'utilise pas directement les données des candidats ou des boîtes, même si ça nous donne clairement des indices. Sur qui sont les... Sur les besoins des lecteurs, sur les besoins des entreprises, voilà, tout ça doit être un peu aussi cohérent, encore une fois. Donc, après, on fonctionne sinon comme une rédaction, j'ai envie de dire, plus traditionnelle. Donc, on travaille aussi beaucoup à l'observation, voilà, comme tous les journalistes, c'est aussi en regardant, en discutant, en interrogeant que tu construis ton contenu. Il y a des conférences de rédaction. Il y a des conférences de rédaction, ouais. Et c'est là vraiment que tout se passe, en réalité. Ouais. Et c'est quoi le positionnement éditorial, la ligne éditoriale? Pense par exemple à d'autres médias comme Philonomiste, que tu dois connaître évidemment, alors qu'ils vraiment sur ce sujet-là, alors peut-être encore plus niche que vous, mais quand même sur le monde du travail, ou des généralistes comme Le Monde ou Les Échos aussi qui peuvent traiter. C'est quoi votre spécificité, votre particularité, la ligne éditoriale du média? Ouais. Nous, on a une approche vraiment humaine du travail. C'est ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, on n'est clairement pas les seuls à le faire, mais on a aussi une approche plutôt solutionnante, quand même, des sujets. C'est-à-dire qu'on va pas être forcément dans la dénonciation ou dans le décryptage de certaines pratiques, même si c'est évident. C'est évident. On a besoin de traiter de certains sujets pour les solutionner. Mais ça, c'est quand même une approche qui est hyper importante pour nous et qui nous différencie au-delà évidemment du ton, je pense, et de l'identité de Welcome, qui est, comme tous les médias, un peu différente de Philonomiste ou du Monde, j'espère. Ouais, a priori. Ouais. Et t'as vu des médias maintenant que vous êtes aux US? Est-ce que vous regardez d'autres choses? En travaillant l'épisode, j'ai vu Inc.com aussi, qui peut être parfois dans un même univers, même très start-up, et qui offre des MOOC aussi. Est-ce que c'est des choses que tu regardes, que vous regardez? Ouais, on regarde tout. Alors, moi, j'aime bien m'inspirer d'autres milieux ou de plein de choses différentes pour construire justement ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, je pense que c'était ça l'intérêt au départ en développant le média, c'était de se dire, le sujet, honnêtement, il est pas très sexy, parce qu'il y a maintenant, Welcome a quasiment 9 ans. On parlait pas tant de travail, on parlait d'emploi, et honnêtement, il y avait pas mal de choses à défricher sur le sujet. Ouais, c'est clair. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, c'est en prenant plein de références, je pense, extérieures, que tu arrives à trouver un truc qui te correspond et qui parle aux gens. Mais pour en revenir à ta question, on regarde plein de trucs. Après, pour moi, l'intérêt, c'est surtout c'est comment tu développes vraiment ton identité propre, ce sur quoi t'es bon, et sans forcément le faire au regard des autres. Et puis comment tu restes effectivement en phase avec les enjeux, les besoins de tes audiences. Tu vois, tu parlais de cette référence-là. Ça peut être les podcasts, enfin tout un tas de médiums différents, de plateformes différentes qui sont mises maintenant à notre disposition. Parce que effectivement, la production de contenu, c'est un sujet, mais ce qui fait un média, c'est aussi beaucoup sa diffusion et la manière dont la communauté. Comment tu vas arriver chez ton lecteur, chez ton auditeur et chez ta communauté, exactement. Donc et ça, je sais pas si j'ai l'impression que ça varie aussi vachement au fil des années, des mois. Ouais, bien sûr. Et il faut vachement rester à l'écoute. Les modes sur les formats aussi, etc. Ouais, c'est ça. En parlant de format, vous avez des séries thématiques assez fouillées, mais aussi des articles compilant. J'ai vu pas mal de bonnes pratiques. C'est quelque chose aussi que vous faites beaucoup. Ouais. Est-ce que vous êtes un média pour comprendre les mutations du monde du travail, donc plutôt DRH? Alors tu vas me dire, probablement c'est un peu la synthèse des deux, mais ou est-ce que c'est pour accompagner sa carrière en tant que salarié? Tu vois, alors je sais que vous avez ces deux personas, mais c'est quoi pour toi vraiment le principal persona qui vous adressez? Je pense que la personne à qui on s'adresse, si on doit résumer un peu le truc, c'est la personne qui a envie de travailler différemment ou autrement. Enfin, en tout cas, qui s'interroge sur sa façon de travailler. Ça, c'est sûr, que tu sois manager ou salarié. Je pense que Welcome, on est là aussi pour poser des questions, pour titiller les gens et pour aider à la transformation aussi du monde de l'entreprise et du travail. Ouais. Et ça, déjà,
c'est un point particulier parce qu'il y a plein de gens en fait ils s'interrogent pas non plus, moins maintenant, mais comme nous on peut le faire sur les sujets du travail. Il y a des fois tu vas au taf, tu fais ta semaine et puis après tu t'épanouis dans autre chose et c'est ok, il y a pas de souci. Donc je pense que c'est ça un peu le point commun entre les deux. Et t'as vu évoluer quand même la situation alors nous côté Cosa Vostra évidemment on a beaucoup de collaborateurs, j'ai l'impression que ça a quand même beaucoup évolué avec c'est peut-être un cliché, mais il y a quelques années, allez, peut-être 2 ans, un rapport de force totalement changé après le quiet quitting que vous traitez très bien, le board out, etc. J'ai l'impression que là, la situation économique est un peu plus compliquée, on va dire, et qu'il y a un renversement un petit peu. Tu vois un peu ces grandes tendances, toi, entre l'employeur, l'employé. C'est quelque chose que vous vivez dans votre ligne éditoriale aussi? Ouais, bien sûr, mais ça fait partie du coup de nos objectifs, de notre rôle en tout cas de décrypter ces tendances. Et depuis, ça fait quelques années, mais depuis le Covid, évidemment, les choses se sont considérablement accélérées, que ce soit dans le rapport que les gens peuvent entretenir avec leur travail, ou aussi dans la manière dont les entreprises doivent du coup s'investir sur certains sujets qui vont devenir prioritaires pour les potentiels salariés, pour pouvoir recruter, pour pouvoir évoluer aussi et garder aussi leurs équipes longtemps. Donc tout ça c'est des sujets passionnants mais qui évoluent super vite. Ouais, alors j'avais pas prévu forcément de parler du sujet même, mais sur le retour au présentiel, on se pose énormément de questions. J'ai vu que vous faisiez des articles où vous déconseillez grosso modo d'imposer le présentiel ou de revenir trop en arrière là-dessus. C'est assez, je sais pas beaucoup vous en êtes chez Welcome to the Jungle. Après, nous, on peut parler de nous, Welcome to the Jungle, parce qu'après, dans le côté média, nous, on donne la parole à plusieurs experts ou on va venir qui vont mettre sur en place les experts après. Qui vont mettre en place des choses, et puis après chacun choisit son modèle. C'est ça qui est intéressant. Je pense que chaque boîte développe son propre modèle sur les questions effectivement de télétravail, de temps de travail. Enfin bref, il y a 1000 questions passionnantes quand on développe une entreprise. Et donc du coup sur le télétravail, nous on a une politique de télétravail assez flex. Il y a quand même une grosse partie de l'entreprise qui est en full remote. Ouais. Et voilà, c'est assez flexible. Après les grandes questions qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment tu trouves la bonne bonne équilibre entre en fait, chacun chez soi et quand même tu trouves des moments pour retrouver les équipes, etc. Et parfois la motivation. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas de bonne règle parce qu'en fait, ça dépend des profils aussi. Enfin, tu vois, nous, on a des gens aussi pareil, full remote, qui ne concevraient pas qu'on leur impose de venir au bureau. D'autres qu'on voit pas assez à mon goût. Et je trouve quand même que quand tu es un peu loin des autres, à un moment donné, la relation avec l'entreprise, elle est un petit peu moins bonne. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises qui rappellent un peu les salariés au bureau. Voilà, sans dire qu'on siffle la fin de la récré, parce que c'est pas le cas. Et nous, en plus, on ne regarde pas, on ne flique pas. Les gens viennent pas, etc. Après, tant que le travail est fait. Mais je trouve quand même, je sais pas, c'est peut-être un peu old school, que c'était bien aussi quand c'était la ruche et qu'on était tous ensemble, etc. Ouais. Bon, c'était la petite... Moi aussi, je trouve. C'est juste que tous ces articles, et c'était intéressant parce que là, je le dis, voilà, c'est bien écrit, ça bouscule parfois des idées reçues et ça fait avancer un peu la réflexion, parce qu'on peut avoir notre propre réflexion, mais aller en tout cas la confronter notamment à des experts, et ça me fait ma transition avec ma question suivante. Vous affichez sur le site avec un super panel d'experts que vous avez dans le lab, hein, c'est ça Ouais, c'est ça. Donc Laetitia Vito, je la cite elle parce que on avait déjà un peu travaillé avec elle et qui est une des grandes expertes en France sur le futur du travail. Ouais. Pas de bêtises en disant non, ça. Non, c'est ça, absolument. Ou encore Albert Moubeker. Ouais, je l'ai mal écrit. Qui est aussi passé d'ailleurs chez Génération Do It Yourself et que j'ai écouté il y a pas très longtemps, qui est vraiment passionnant comme mec. C'est assez fou. Pourquoi, voilà, ces experts, vous êtes déjà 36, vous êtes du monde quand même, ça apporte quoi d'avoir des experts comme ça? Ouais, après la contribution des experts, elle est un peu différente de celle des journalistes. Du coup, car comme ce nom l'indique, ils sont experts vraiment de sujets, de thématiques assez précises. Effectivement, Laetitia, elle peut parler du travail sur plein de thématiques différentes, mais on a effectivement des experts qui sont plus spécialisés, et donc du coup l'idée c'était de se dire comment est-ce qu'on peut nous aussi faire évoluer notre contenu, notre proposition, comment est-ce qu'on peut apporter peut-être un autre regard sur certains sujets et situations. Et du coup, c'est pour ça qu'on a voulu lancer le lab. Et donc, on a fédéré, et on le fait toujours d'ailleurs, une 30aine d'experts avec qui on collabore vraiment régulièrement sur la durée.
et donc avec qui on produit des articles, des vidéos. Ouais, des tribunes co-signées parfois, j'ai vu, donc c'est assez... question indiscrète, ils sont rémunérés, c'est un partenariat, c'est la visibilité, je sais pas si tu peux le... Ouais, ils sont rémunérés pour le travail un peu à la pige quelque qu'ils part. fournissent. Ouais, exactement. Et après, eux, ils peuvent le faire effectivement pour de la visibilité parce que, et aussi ce qui peut les intéresser, c'est la co-création de contenu. C'est-à-dire que nous, on est là aussi pour rendre ces paroles d'experts accessibles. Donc du coup, Albert, quand il fait un format qui s'appelle Philo Boulot, voilà, il va faire du Albert, il va partager son expertise en 3 minutes. Et nous, nos équipes, elles savent faire des vidéos qui vont être impactantes et qui vont fonctionner avec un propos qui va coller en 3 minutes. Ouais. Après, Albert est peut-être pas le bon exemple parce que lui, je pense qu'il peut être bon sur plein de formats différents. Il a un peu de touche à tout. Mais je vois que tu as des experts, c'est parfois pas très lisible, pas très intelligible parce que trop expert peut-être. Et vous arrivez à en faire des contenus qui marchent bien, qui circulent, qui sont viraux et en faire les bonnes synthèses. Ouais, c'est ça. Et puis après, il y a des experts qui n'écrivent pas, mais pour le coup, qui sont très bons. Nous, on essaie de travailler sur cet axe-là, ouais. Et la communauté, t'as l'impression qu'il y a une communauté? Une communauté de lecteurs? Non, pas d'experts, pardon, j'ai complètement changé de sujet sans te prévenir. Et je te précise même pas. Comment est-ce que tu animes la communauté des lectrices, des lecteurs, si tant est qu'il y ait une vraie communauté? Je sais pas s'il y a des endroits où ils peuvent se parler ou vous leur parler directement. Ouais, je pense qu'il y a certainement des communautés, quoi. Nous, par exemple, je pense que l'endroit où vraiment on s'adresse à notre communauté, c'est sur les réseaux sociaux. On essaie d'être assez réactif, en tout cas dans les conversations qu'il peut y avoir et sur les questions qui pourrait y avoir. On a une grosse communauté sur LinkedIn, notamment. On est le 2e média le plus suivi sur LinkedIn en termes d'abonnés. Du monde? De France? Du monde entier, de la France. Ouais, le deuxième média après Le Monde sur LinkedIn en termes d'abonnés. C'est un beau badge quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais, non, c'est pour ça que je le balance. Ouais, non, mais t'as raison. Après, mais LinkedIn, en plus, pour vous, pour le coup, c'est votre réseau. Ouais, exactement. Tu vois, plus. Alors après, je pense que vous êtes content aussi de faire des vues sur Insta ou d'autres, parce que il y a aussi des gens qui bossent, mais LinkedIn, et donc voilà, vous êtes le 2e média le plus lu sur LinkedIn après Le Monde en France. En tout cas, sur lequel il y a le plus d'abonnés. Ouais, sur lequel il y a le plus d'abonnés. En termes d'abonnés. Et donc là, vous pouvez leur parler. Et donc là, on peut leur parler, exactement. Après, je pense que l'expérience, elle est un peu différente sur LinkedIn, de Facebook, d'Instagram, mais en tout cas, c'est beaucoup là que ça se passe, ouais. D'autres choses pour animer la communauté? Est-ce que vous faites des lives, des streams? Est-ce que vous avez... c'est un peu la mode en ce moment, je l'ai fait aussi, mais parce que ça marche bien, des communautés WhatsApp, ce genre de choses qui permet un peu de discuter avec tout le monde. Ouais, c'est vrai que ça, c'est hyper bien. Alors ça, on ne fait pas encore, mais... Ça prend 3 clics. Hein, ouais, non, mais vraiment, c'est une super idée. Non, c'est vrai. Mais non, on fait des lives, effectivement, aussi sur LinkedIn, pendant lesquels on peut, du coup, vraiment directement interagir avec l'audience, qui puisse poser aussi leurs questions. Donc, on fait pas mal de formats comme ça. Ça marche bien? Aussi. Ouais, ça marche bien. Ouais. Sur des thématiques assez ciblées, ça fonctionne bien, ouais. Et donc là, c'est quoi? C'est un expert qui vient? C'est une interview? C'est En général, c'est souvent des tables rondes ou des lives avec plusieurs personnes. Ça dépend du format. Soit on laisse plus ou moins de place aux questions. La dernière fois, on en a fait un par exemple sur la semaine de 4 jours, parce que chez Welcome, nous, on est à la semaine de 4 jours depuis 2019. D'accord. Et là, c'était plutôt en mode questions-réponses. On partage notre expérience et puis les gens peuvent poser leurs questions sur le dispositif. Voilà, tout ça. Mais ça marche bien la semaine de 4 jours? Ouais, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. ouais. Non, c'est un super modèle de... Je sais qu'il y a une boîte LDLC un peu connue qui fait ça dans la distribution informatique. Ouais, tout à fait. Il y en a de plus en plus. Ouais, j'ai l'impression. C'est assez intéressant. Bon, c'est pas le sujet de l'épisode du jour. C'est que la matière est intéressante. Ouais. Voilà, donc un peu de live. Est-ce que vous faites des événements? C'est quoi un peu la diversification? Ouais, on s'est pas mal diversifié. On fait des événements réguliers. On a un événement qui s'appelle Human After All, qui est un événement plus pour les pros chaque année. Ouais. On avait fait un événement plus grand public qui s'appelait le Jungle Show, qui était plus un événement dans un théâtre avec 10 speakers. On a sorti beaucoup de magazines aussi. Ouais. On sortait des magazines papier. Mais des hors-série, des one-shots? Parce que tu parles de tout ça au passé. Ouais, parce que les magazines, pour le coup, on fait plus de print sous cette forme. On a arrêté au moment du Covid. On avait un trimestriel en kiosque.
Et voilà, c'était le moment compliqué, le moment où il fallait faire des choix radicaux. Il y a beaucoup de magazines qui ont eu du mal à se relancer après le Covid. Hein. Donc toi, j'imagine que si t'es même pas encore bien installé, que c'est des trimestriels, ça peut être... Ouais, du coup maintenant on fait du print, on édite des livres. Donc de l'édition. Ouais, on a édité un livre avec Hachette sur le personal branding, avec notre vision du sujet évidemment. Et là, on sort un nouvel ouvrage qui s'appelle Futur sur les tendances du travail 2024. Et c'est un ouvrage qu'on sortira tous les ans. Oui, ce que j'allais dire, ça c'est pas mal de faire ça, un peu un rendez-vous, faire des experts, les prédictions. Exactement. C'est des bons formats. Et tout ce qui est formation, coaching, je pense à ça parce que j'ai eu la chance d'interviewer Fabrice Gerchel de Philonomiste. Vous êtes sur des sujets et donc lui, il a un modèle un peu d'agence comme ça où il vend du e-learning, du coaching, des séminaires en entreprise. Vous êtes légitime aussi pour faire ça. Ouais. C'est évidemment hyper intéressant comme développement. Après, je pense que c'est pas aujourd'hui le cœur de notre réflexion et de notre développement business. D'accord, ça reste quand même le média qui doit développer la visibilité de Welcome to the Jungle, qui est un outil... après, le contenu, c'est-à-dire la production de contenu, après, elle peut, tu peux l'utiliser de plein de manières et tu peux tirer le fil de plein de façons différentes. Effectivement, ça peut être en proposant ce type d'expérience ou en monétisant, tu vois, ton contenu, tes audiences. Enfin bref, on pourrait imaginer tout un tas de modèles différents. Après, nous, la priorité, c'est vraiment aussi l'expérience, tu vois, Welcome to the Jungle, comment le contenu et l'outil, si tu veux, cohabitent aussi sur la plateforme et comment tout ça fait sens. C'est plutôt ça notre enjeu aujourd'hui. Ouais. Ok, ce qui est aussi un peu cohérent, qui sert, j'imagine, qui était le point de départ aussi du lancement, quelque part, du média. C'est quoi les projets d'avenir? Alors, t'as ce focus dont tu viens de parler, si tu dois te projeter dans 4-5 ans, je sais pas si tu seras encore chez Welcome to the Jungle, mais mettons que ce soit le cas, c'est quoi un peu l'évolution? L'évolution de la boîte ou l'évolution du les deux, du média? Alors après, la boîte, c'est pas... Voilà, je ne sais pas. Et surtout, c'est toujours compliqué à dire, mais mettons le média, comment toi, est-ce que tu vois les choses un peu évoluer? Comment tu souhaites peut-être même qu'elles évoluent, toi, Marie? Ouais. En fait, je trouve qu'il y a un vrai enjeu, évidemment, pour tous les médias à rester, pour nous particulièrement, à rester peut-être pertinent. Je pense que le sujet du travail, il a explosé ces dernières années et je pense que Welcome, on est arrivé aussi au bon endroit, au bon moment. Enfin bref, toutes les planètes se sont un peu alignées pour faire aussi le succès de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et maintenant, pour nous, en tout cas pour moi, le vrai enjeu, c'est comment tu restes pertinent, comment tu restes à l'écoute de ton époque et que tu arrives aussi à te différencier, parce que on est abreuvé de contenu toute la journée. Aujourd'hui, des gens qui traitent des sujets du travail, comme tu disais, il y en a plein. Des podcasts, des newsletters, ça foisonne. Hein. Ouais. Donc, en fait, il faut trouver le moyen d'apporter tous les jours un truc différent, un truc nouveau, dans des mesures différentes. Ça peut être un article, mais là, on travaille sur un documentaire, par exemple, qui s'appelle Responsible, sur la responsabilité des entreprises, qu'on va sortir l'année prochaine. Ça fait des mois qu'on travaille sur ce film. Pour moi, c'est important de se dire que, oui, on va aussi... peut-être sortir du lot avec une autre proposition vraiment plus fouillée, qui nous correspond. Et c'est trouver un peu la bonne combinaison entre comment tu interagis avec ta communauté et tu développes cette relation au quotidien et comment aussi t'accroches peut-être de nouvelles personnes avec des objets éditoriaux ou d'autres formats un peu différents. Et ça, c'est toi qui le pilote? C'est le côté média qui pilote, par exemple, ce genre de documentaire? Ou c'est d'où ça vient, par exemple, l'idée de faire ça? D'où ça vient? À la base, ça venait du média. On produit beaucoup de vidéos. On a aussi une chaîne YouTube où il y a plein de documentaires et d'autres types de formats un peu plus longs que ce qu'on peut voir sur les autres réseaux. Et donc, on voulait travailler sur un film sur la responsabilité. Et donc, on a commencé à tourner. Un peu comme ça. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait un truc vraiment intéressant. Et là, du coup, après, ça devient un projet vraiment d'entreprise. C'est-à-dire qu'on travaille avec l'équipe brand, marketing, légal, sur la production de ce film-là. Et maintenant, c'est un peu comme ça qu'on travaille. On essaie de plus en plus de se caler un peu tous ensemble au départ. Surtout pour que l'impact soit le plus grand possible, quoi, que tout le monde soit au courant et que ça n'a pas, qu'ils découvrent pas quelque chose en disant c'est dommage, tu nous avais dit, on aurait pu faire ça, c'est etc. ça. Maintenant, on est un peu mieux structuré qu'il y a quelques années où on pouvait dire vas-y, on fait le truc et puis on verra bien ce que ça donne. Maintenant, on essaie
de garder un peu c'est ça un peu l'enjeu, tu vois, de garder un peu cette fraîcheur, de pas trop intellectualiser le truc en te disant oui, mais bon, faut que ça rentre dans tel truc. Enfin voilà, d'essayer de se dire bon, vas-y, on y va, on y croit, on le fait. Et pour autant, quand même, avoir une machine qui fonctionne, pour que ton super truc à la fin, il soit quand même vu par des gens et qu'on puisse le diffuser et que ça ait un impact parce que surtout si tu vas en refaire un derrière, quoi. C'est ça. Et des super contenus que personne n'a jamais vu, il y en a plein, quoi. Donc et pour ça, t'as besoin de l'aide quand même des autres équipes et des gens que t'as autour de toi. Ouais, mais en fait, tu réalises que le média pourrait survivre à la plateforme technique quelque part. Vous êtes en train d'installer quand même quelque chose autour de la notion de travail, média. Tu vois, il pourrait y avoir un label, il pourrait y avoir une remise de prix. Enfin, la marque, elle est forte quand même dans le monde du travail, en dehors même de l'outil. Oui, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Donc oui, il y aurait plein de déclinaisons possibles. Après, je dis pas qu'il faut forcément y aller et que là, pour le moment, ça sert la tech et que etc. Mais la marque, elle est quand même très très forte, quoi. Ça existe en tant que média maintenant. Oui, absolument. Mais c'est pour ça qu'en réalité, tu peux faire plein de choses et c'est ça qui est génial. Et pour autant, je pense que c'est comment tu préserves quand même un peu de ta cohérence, encore une fois, l'outil. Pour nous, il fait aussi partie du truc. Je sais pas, souvent, enfin. Effectivement, on se dit, est-ce que le média pourrait vivre sans, tu vois, la plateforme et sans les outils et inversement presque. Ouais. Mais en réalité, je suis pas sûre parce que c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi. C'est quand même l'expérience globale, le fait que si tu lis un article sur, je sais pas, le sens au travail et que tu dis ah mais en fait, je suis peut-être pas à ma place, que derrière tu puisses aller sur la plateforme et peut-être découvrir des boîtes ou des jobs qui te plaisent, quoi. Ouais. Donc ça ne te bride pas ça parfois de devoir toujours se rappeler à la cohérence de l'outil, etc. Ou il y a pas de fois où tu te dis ah non c'est un peu dommage, on aurait pu faire ça, mais bon ça va un peu desservir peut-être ou bosser avec d'autres partenaires, j'en sais rien, qui pourraient t'apporter autre chose, mais c'est un peu en concurrence, je sais pas. Ouais, non franchement c'est pas c'est pas bridant, c'est pas une contrainte. Bridant. Non, après, ça fait partie du cadre dans lequel on travaille. Et on a tous un cadre, de toute manière, quel que soit le média qu'on développe. Et du coup, mais ça peut même être, ça dépend comment tu le vois, mais ça peut même être aussi challengeant parce que du coup, tu peux dire que tu peux travailler avec des équipes qui font des métiers complètement différents des tiens. Enfin, tu vois, des métiers produits, bref, et on peut capitaliser là-dessus aussi pour développer de nouvelles approches, de nouvelles synergies. Même chose, toutes les boîtes qu'il y a sur Welcome to the Jungle. Nous, on travaille pas directement en lien avec ces entreprises. Et pour autant, il y en a parfois qui mettent en place des trucs super innovants chez elles, qui ont des démarches aussi hyper intéressantes. Et c'est aussi une manière de nous nourrir de ça, si tu veux. Ouais, d'avoir un pied sur le terrain, de voir ce qui se passe, etc. Des initiatives un peu fraîches. Donc ça se nourrit plus que... Plus que c'est une contrainte, quoi. Ouais, je trouve. Ok, écoute, c'est clair. J'ai des questions de la communauté, c'est quelque chose que j'ai mis en place, tu vois, grâce notamment à ce groupe WhatsApp, c'est vraiment cool. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre, j'en ai parlé, envoyez-moi un mail ou contactez-moi sur LinkedIn ou sur le site de mediarama.io, j'ai un lien pour rejoindre le groupe. Et donc, je demande toujours des questions de la communauté, j'en ai 3 cette fois-ci, une d'Éléonore. Y a-t-il des sujets sur le travail que vous vous interdisez ? Non. Non. Enfin, en tout cas, j'ai pas souvenir qu'on se soit dit non, ça vraiment à pas faire. C'est pas tant les sujets, c'est plutôt le traitement du sujet, je pense. Où tu vois, comme je te disais, on a cette approche solutionnante de nos sujets, et donc il y a des fois, il y a des angles peut-être qu'on va pas choisir parce que ça nous correspond pas. Et après, le deuxième point, ça peut être, tu vois, le travail, ça touche tellement à tout en fait que tu peux partir sur un sujet, sur l'interview de quelqu'un. Tu vas commencer à parler travail, puis après tu vas partir dans un truc sur sa vie, hyper perso. Enfin bref, tu peux vite t'égarer en fait parce que ça touche à tellement de choses. Donc c'est plus ça. Tu t'interdis pas, mais il y a des moments où tu peux vite faire un hors sujet. Donc c'est plus ça. C'est comment tu trouves un peu les limites. Ouais, très clair. Autre question de Samy sur le média de marque. Qu'est-ce que vous pouvez faire qu'un média d'information traditionnel ne pourrait pas se permettre ? Est-ce qu'il y a plus de liberté ou au contraire plus de contraintes, notamment sur la question de l'indépendance? Ça rejoint un peu ce qu'on se disait, mais est-ce que toi, tu vois des différences avec un média traditionnel ? Je sais pas si... Alors oui, plus de liberté ou de contraintes Il y a certainement des différences. Enfin,
Je sais pas. Alors après, nous, chez Welcome, après, je vais peut-être pas répondre pour tous les médias de marque, parce que je pense que chacun a vraiment, effectivement, sa formule. Nous, le média, il est là depuis le début. Enfin, ça fait partie vraiment de l'ADN de départ. De l'ADN de départ. Et c'est une vraie conviction des fondateurs de développer un média. Ça aurait pu être juste à des fins de, je sais pas. Enfin, pour moi, développer un média, c'est vraiment te dire que tu vas être dans une réflexion long terme. Tu vois, que tu vas pas juste produire du contenu par opportunisme. Tu vas pas juste bombarder 50 articles par semaine pour faire du SEO. Enfin, développer un média, c'est une autre démarche qui prend aussi du temps. Et ça a été hyper important chez nous. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, que ça a fonctionné. Enfin, en tout cas, qu'on a réussi à être crédible sur nos sujets. Donc, en fait, et ça, cette liberté, effectivement, on l'a eu. Et ce temps, on l'a eu. Et je pense que ça, c'était et ça, c'est important de rappeler, et même dans les notions de brand content ou média de marque. Après, je pense que ce que vous faites, c'est pas du brand content, qu'on soit clair, mais un média de marque, c'est le temps, effectivement. C'est pas une opération waouh, où d'un coup, t'exploses tout. Mais ça permet de faire passer tes idées, ta philosophie, ce que tu voudrais être, etc. Et puis de construire quelque chose. Mais il y a la notion de temps. Je pense qu'elle est importante. C'est pas une campagne, quoi. C'est pas une campagne marketing. Ouais, exactement. C'est quelque chose qui se construit et sur lequel, alors après, attention, il y a quand même des objectifs, évidemment, réguliers et des étapes à franchir, mais quand même, ça, c'est une part vraiment importante du sujet. Et à ce titre-là aussi, nous, on a quand même une forte indépendance côté média, c'est-à-dire que comme ça fait partie de l'ADN de Welcome, il y a un vrai respect mutuel du travail qu'on fait ensemble. Ça cohabite bien, quoi, le business, la relation qu'on a avec les entreprises, ce qu'on peut faire côté média. Enfin, t'es pas comme dans un média traditionnel où quelque part le journaliste peut être gêné de faire des choses où il y a un autre enjeu que juste la liberté de la presse ou quoi que ce soit. Vous parlez avec tout le monde et vous êtes très à l'aise avec ça. En gros, nous, côté média, on traite des sujets qu'on veut traiter et qui nous semblent importants. Après, parfois, ça va mettre, si tu veux, on va parler de boîtes clientes ou pas de Welcome. Et ça, mais pas parce qu'elles l'auront demandé ou parce qu'elles auront payé pour ça, juste parce qu'on va penser, on va estimer que c'est la meilleure personne pour intervenir sur ce sujet. Ouais. Et du coup, dans cette idée-là, ça fonctionne. Ça pourrait aussi poser d'autres problèmes à plein d'endroits si ça faisait pas partie vraiment du plan de départ, je pense. Ouais, très clair. Après, à contrario, vous êtes pas là non plus pour name and shame des entreprises qui ont de mauvaises pratiques ou quoi que ce soit. Non. Du coup, c'est aussi pour ça la ligne édito, elle s'est construite aussi de cette manière, dans cet axe aussi solutionnant et aussi pour ça, puisque évidemment, ça serait pas dans notre intérêt de se mettre à dos les entreprises clientes de Welcome. Donc nous, c'est pas ce qu'on fait. Après, il y a d'autres médias qui le font très bien, qui vont dénoncer les pratiques de certaines entreprises, etc. C'est important que ça existe. Nous, c'est pas notre ligne édito. On va plutôt essayer d'aller chercher justement des pratiques innovantes, des solutions, de voir ce qui marche encore une fois. Hyper clair. Apparemment, on m'a fait remonter que je disais tout le temps clair, c'est clair. Ah ouais. Voilà. J'ai pas remarqué. Non, mais je viens de réaliser en le disant. Dernière question qui est le gimmick de Mediarama. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Oui, j'ai un truc cool. Alors, j'espère que c'est pas un article de Welcome to the Jungle. Non. Même s'ils sont cool. J'aurais plein de trucs à partager. Et vous en avez même des assez rigolos, ce qu'on appelle les listicles, des tops, machin, etc. Alors, qui sont des formats qu'on sait bien marcher, mais qui sont quand même assez sympas, les phrases à plus dire, etc. au bureau. Aller faire un tour quand même sur le média, c'est assez sympa. Oui, il y a beaucoup de contenu. Donc, oui, puis pour tout le monde, hein, je veux dire, du court, du long, etc. Et forcément des choses dans lesquelles on se reconnaît en tant que collaborateur, employeur, etc. Voilà. Du coup, j'ai même pas pensé, tu vois, à prendre un truc, à choisir un truc Welcome to the Jungle. C'est bien. Non, je pensais à un truc parce que je l'ai prêté à quelqu'un il y a pas longtemps. C'est un livre, je sais pas si tu l'as lu, c'est la bio de Jean-François Bizot. Non. Qui s'appelle L'Inclassable. D'accord. Et donc Jean-François Bizot, c'était le fondateur d'Actuel, de Radio Nova. Exact, de Nova. Qui est décédé maintenant, mais l'esprit Nova, quoi. Ouais, c'est ça. Qui a découvert plein d'humoristes et de talents français. Enfin bref, il a eu une vie vraiment incroyable. Il a beaucoup fait pour le développement des cultures et la médiatisation des cultures alternatives. Et voilà. Donc du coup, je me disais, pour des gens qui aiment bien les médias et ces sujets-là, c'est une bonne référence.
je trouve. Écoute, je mettrai un lien vers donc l'inclassable d'Actuel à Nova. J'essayais de voir. La biographie de Jean, je me souviens plus de. Je crois que c'est une autrice, d'ailleurs, je me demande si elles sont pas deux. Alors, je vais les citer, quand même, c'est important. Il y a Marina Bello et Baptiste Etchegaray. Exactement. L'inclassable d'Actuel à Nova, Les 100 vies de Jean-François Bizot. Et je l'ai pas lu. Écoute, je te le conseille. J'aurais pu l'apporter, mais tu vois. Non, je vais l'acheter, tout simplement. Écoute, c'est important aussi d'acheter des livres. Des livres, tu vois, de payer pour la création, pour du contenu. Écoute, super, merci Marie. Merci. Merci pour ton temps, c'était hyper sympa de venir passer, de raconter un petit peu. Je crois que c'est le premier média de marque réel que j'ai sur Mediarama, mais je trouvais ça intéressant. Vous êtes des belles réussites de ces médias de marque avec du vrai contenu et donc une belle vision que tu as pu défendre ici. Merci donc, et merci à toutes et à tous d'avoir écouté et regardé cet épisode qui est filmé. Vous pouvez en retrouver peut-être des extraits sur les réseaux sociaux et sur YouTube. En tout cas, on y travaille et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.